Pendant le ramadan, après le premier repas du soir, une autre vie commence. Les cafés, les magasins sont ouverts, tandis que le métro léger emmène les familles en promenade au centre-ville. Commode et sûr, il procure les mêmes sensations que les tramways d'autrefois. Jouets mécaniques pour simulacre de voyage au long cours et supplément de charme pour panoplie de cités modernes. On pourrait classer les villes et le plaisir qu'on en retire à y vivre en fonction de ces petits trains obstinés et dociles. San Francisco, Budapest, Lisbonne ou Tunis, il manque toujours quelque chose à celles qui n'en ont plus. Je ne me souviens pas si c'est celui d'aujourd'hui ou celui des années 30 qui m'a conduit en pleine nuit à ce quartier de Bab Suika dont je m'étonnerai toujours que les guides pour étrangers l'évoquent si peu souvent. En effet, c'est autour de cette place, dans les cafés chantants, que bat l'un des cœurs de la ville. Et c'est là que j'ai retrouvé Zina et Aziza, les danseuses si célèbres qu'on a donné leur nom aux autobus à deux voitures. Je les avais vues il y a longtemps, jeunes filles de la ville, dans un film d'Omar Cliffy, mais j'étais bien loin d'imaginer que je retrouverais leurs traces quelques 25 ans plus tard. Un battleur infatigable, au micro surpuissant, m'avait attiré dans une salle bondée, où des vedettes sur lesquelles mes lueurs étaient faibles se succédaient à un rythme d'enfer. Et puis soudain, je les retrouvais comme si je les avais toujours connus. La salle ne leur ménageait pas ses encouragements et ses applaudissements, mais elles gardaient ce visage presque impassible qu'elles ont porté à travers le monde sur des scènes de théâtre célèbres ou dans des mariages et des soirées privées où on leur demandait de se produire. Les danses bédouines sont un art infiniment plus difficile qu'il n'y paraît. Les figures y obéissent à des codes très précis, dont les variations se déclinent à l'infini. Les débutantes font passer leur technique incertaine avec des sourires charmeurs, tandis que les plus expertes concentrent une force considérable sur la précision des gestes. Leurs regards ont alors cette légère distance qui marque la différence. Le public populaire ne s'y trompe pas, il fait toujours un triomphe à Zina et Aziza. Leur maintien l'impressionne, leur fidélité au café chantant lui fait chaud au cœur. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré à l'hôtel confortable du centre-ville que j'affectionne parce qu'il y traîne encore tous les fantômes de la société d'avant-guerre. Et j'ai choisi ce gîte modeste de la rue Al-Fawin où l'on paye 1 dinar 500 minimes. Les clients sont des gens de la campagne venus pour un marché, des célibataires économisant tant qu'ils peuvent pour construire la maison de leur futur mariage. Je m'étais joué la comédie du grand frisson, celle de l'aventurier perdu dans un clan du bout du monde. Mais c'était calme et propre, et le patron ne savait que faire pour m'être agréable, en me demandant si je connaissais son cousin qui travaille du côté de Valenciennes. J'aurais pu prendre mes habitudes entre le hammam et la gargote juste à côté, et comme certains clients rester plus longtemps. Mais j'ai eu un peu honte de faire le pauvre auprès de ceux qui l'étaient si dignement et m'avaient accueilli sans malice. En somme, c'était une bonne leçon de Tunisie. Ce pays où l'on donne, même à ceux qui ne savent plus comment recevoir. Malgré l'heure matinale, le marché de la rue Al-Fawin battait déjà son plein. Un joli petit gosse, l'un de ces oiseaux des terrasses, qui saute de toit en toit d'un pied léger pour jeter un regard à la dérobée sur les filles occupées à leur lessive dans les cours des maisons, passait et repassait devant moi en me proposant de me servir de guide. Et bien que je n'eusse pas cette démarche hésitante et ce regard vaguement égaré que l'on voit aux touristes, il sentait bien que j'étais un peu perdu. Avec pour seul repère le souvenir d'images si anciennes qu'elles paraissent maintenant venir d'un autre monde. En fait, sa présence me faisait plaisir. Il ressemblait si fort à ces enfants que l'on voyait il y a près d'un siècle au même endroit, vaquant mystérieusement à leurs petites affaires et à des jeux qui sont restés les mêmes, que j'avais le sentiment que rien n'avait changé pour l'essentiel. À me sentir si proche de la campagne et du passé,
Je me demandais également si je n'allais pas retrouver en quelques places écartées l'une de ces confréries mystiques comme les Aïssaouia, dont les trans syncopées ont traversé les siècles jusqu'aux origines de la musique tunisienne moderne. Mais non, ignorant tous les rites et de leur sens et connaissant bien mal la ville, comment aurais-je pu savoir où ils se trouvent au cas où ils existeraient encore? On m'a dit au sud peut-être, mais le sud est ici partout. Il suffit d'une ruelle de traverse pour le rejoindre. Je penserais plutôt à l'abri d'une caméra faussement amicale, hors d'atteinte des âmes qui ne savent plus voir. De retour à Bab Souika, au pied des coupoles de Sidi Mahrez, d'où le saint bienfaiteur de Tunis veille encore sur sa ville, de quitter le territoire de mon petit guide et pénétrer dans celui des souvenirs du maître Khemaïs Ternan. Khemaïs Ternan s'était éloigné de sa famille pour devenir artiste. Et durant toutes ces années 20 où il tentait de survivre à Tunis, en jouant dans des cafés où dansaient des femmes, au milieu du vacarme des parties de cartes et de la fumée de la chicha, sans doute eut-il aussi souvent le sentiment de s'éloigner de lui-même. Peut-être est-ce la raison de ce regard toujours noble et triste qu'il portait sur chaque chose, quand il fut enfin reconnu comme un maître, astre incontesté de l'ensemble de la Rachidia, auprès de Mustafa Sfar, de Saliha ou de Mohamed Treki, tous acharnés à faire renaître un art qui avait été menacé de s'éteindre. Au baby-foot de la place Al-Fawin, le lendemain, mon petit guide et ses copains ne me prenaient plus pour un touriste. Il me présenta alors Monsieur Abdelkrim, l'une des stars du quartier, champion de boxe des années 50, portant avec lui la photo en couleur de ses anciens succès. On lui avait volé chemise et pantalon. Les Tunisiens sont de fameux boxeurs. L'un d'entre eux, Young Perez, se couvrit de gloire sur les rings en Europe avant la guerre. Quant à Monsieur Abdelkrim, il a gardé de fervents supporters. Ils sont venus beaucoup de boxeurs d'Europe. Ils ont combattu avec lui. Eh ben, il a gagné plusieurs combats. Il était styliste, en même temps puncheur, champion d'Afrique du Nord. Ouais. Pas plume, je crois. Hein. Oui. Le quartier, il a beaucoup de champions, plusieurs champions. Beaucoup ici. Il y avait une salle à 500 mètres d'ici. Eh ben, plusieurs champions d'Afrique du Nord et même ils ont combattu en Europe. Comme Bahri, comme Tijani Jeune, plusieurs boxeurs. Brahim Jeune, beaucoup de boxeurs. Je n'ai pas osé demander à M. Abdelkrim s'il avait connu Halimi, le champion du monde d'origine tunisienne. Ce sont de vieilles histoires maintenant, et M. Abdelkrim est comme tous les boxeurs, cœur tendre, à qui la nostalgie fait battre la chamade. Au fil des jours, je revins souvent au quartier de Bab Souika et d'Al-Fawin. Ces habitants qui paraissent surgir de toutes les provinces et de toutes les époques, l'activité qui ne s'arrête jamais dans un vertige de marchandage sonore, le calme qui vous saisit dès que l'on fait quelques pas de côté et que les rumeurs des vies domestiques vous rejoignent par les cours et les portes ouvertes, tout me devint familier. Mais comment garder avec soi cette chaleur humaine? On me tendit une cassette, tout était là de nouveau, avec Shafia Rojdi. Enfant de Sfax, qui avait tout su très vite des hommes et de leurs faiblesses, comment eut-elle cette énergie
qui lui permit d'échapper aux maisons sans joie, où les marins de la Méditerranée venaient se perdre. Étoile des années 40, chantant la fête et le plaisir de vivre en franc arabe, conduisant dans les ruelles sa décapotable de luxe, que suivaient des essaims de jeunes gens qu'il appelait Nana, en tentant de lui voler ses mouchoirs de mousseline parfumés au soir de Paris, dépensière et fastueuse. D'où lui venait cette générosité qu'elle répandit autour d'elle sans compter et jusqu'à la fin. De la rue sans doute, celle qui court de Sfax jusqu'à Tunis et d'Al-Faouine à Babswika, là où on ne fait pas de mal aux filles qui ont grandi trop vite pour voir le monde et aux étrangers rêveurs qui marchent sur leurs pas sonores bien des années après leur mort. Sur les aquarelles du siècle dernier, que des peintres voyageurs vendaient à leur retour à des militaires trop curieux pour être de simples amateurs d'art, Tunis apparaissait sur une hauteur, forteresse ramassée dans ses remparts. Les mêmes orientalistes, puis les premiers cinéastes, y pénétraient avec prudence, tâtonnant dans son indéchiffrable labyrinthe entre les récits du temps des barbaresques et des esclaves et le sortilège des souks surabondants, de la noblesse des types humains, de la beauté des femmes interdites et voilées. Si des remparts ne restent que les portes majestueuses et solitaires, et si les légendes ont rejoint les 1001 nuits de l'histoire, les activités et les lieux n'ont pas beaucoup changé. Aujourd'hui, Alexandre Dumas et Guy de Maupassant s'y perdraient toujours aussi délicieusement, parmi les murs clos, les étals, les portes qui s'entrouvent. Bien vite, comme moi-même, en suivant un gamin au t-shirt de Mickey ou une femme qui rajuste son foulard, sur des enfants en chéchia qui fument du tabac gris, un jasmin à l'oreille, des marchands et des artisans, un pied dans la rue où passe le chaland et l'autre dans une boutique obscure où il convient de la tirer, des femmes emmitouflées, dont le rire devant l'étranger et la démarche discrètement dansante révèlent la jeunesse en aiguisant le désir d'en savoir plus. Et il s'attacherait comme autrefois à ce désordre aimable et souriant dans lequel l'étranger venu des boulevards éprouve soudain le désir de se fondre, car il est celui de la vie même. Ainsi je connaissais un peu les poèmes d'Abou Qasim Chappé, et j'y repensais souvent en laissant mes pas m'égarer dans les ruelles. Je ne sais où s'est endormi son jeune cœur de 26 ans, ici peut-être. Oh mon petit, tu étais comme une mélodie délicieuse, une rose blanche qui embaume au coucher du soleil. Oh mon petit, tu étais dans cette vie comme un rêve. Tu réjouissais le monde de ton chant doux comme miel, enseignant aux hommes l'innocence, l'amour et la joie, et illuminant les profondeurs des cœurs de ton âme douce et brillante. Voici que les rêves de la mort ont fermé tes paupières, et les anges ont volé en foule autour de ton berceau protecteur, et les fiancés de la lumière bien-aimée, qui portent des couronnes dorées de fleurs étranges, ont emporté ton âme au ciel. Voici que l'immobilité de la grande durée t'a enveloppé. Puis ceux qui t'avaient accompagné au cimetière se sont séparés, et ils t'ont oublié. À croire qu'ils ne t'ont point connu. À Tunis, en vérité, personne n'a oublié Chabbi et ses appels réclamant la liberté pour ses frères. Or moi je viens d'ailleurs et d'autres souvenirs me font aussi rêver. Qui était ce B, caché dans un carrosse et que poursuivaient des enfants dans l'espoir d'une piécette? Et quand donc ces ancêtres arrivés de Turquie se sentirent vraiment tunisiens au point d'enfermer leur tombe au cœur même de la ville ancienne?
Furent-ils ensuite ces instruments des Français assoiffés de prébande qu'on voulut voir en eux? Je n'en suis pas si sûr. Il y avait tant de tristesse dans le regard du bey Mohamed El Hadi, m'accueillant au seuil de leur nécropole. Ils sont bien rares, les touristes étrangers, qui viennent visiter ce lieu étrange et magnifique de Tourbet El Bey, où les princes reposent dans l'enchevêtrement à jamais silencieux des grandeurs défuntes et de leur cortège de frères étranglés pour des complots obscurs, de belles captives blondes, devenues reines de sérail à la mémoire perdue. Et pourtant, en devinant le bey Nasser cheminant vers la mosquée de l'Olivier, dans la parasse singulièrement débonnaire de ses gardes mêlés au petit peuple, en des temps où la douceur tunisienne avait effacé l'usage des successions sanglantes, je ne peux m'empêcher de penser qu'il faudrait aussi se pencher sur cette histoire, démêler les récits de ceux qui furent faibles, de ceux qui furent bons, et de ceux qui tout simplement furent aimés. El Nasser lui-même, par exemple, ne s'est-il pas opposé plusieurs fois à l'arrogance de ces fonctionnaires français qui rongeaient inlassablement ses pouvoirs? Raconte-t-on aux enfants comment la dynastie des Hussénites lava le vieil affront de l'occupation espagnole, s'affranchit de la sublime porte, fit naître un état neuf entre les mâchoires de fer et de feu dont la chrétienté et l'islam déchiraient la Méditerranée? Leur explique-t-on que ces étendards, ces cavaliers, ces dignitaires témoignaient pour un peuple très ancien de la fierté d'avoir aboli l'esclavage avant la plupart des nations d'Europe, promulgué une constitution, construit des collèges, sans déroger à la piété? Et n'ont-ils pour unique repère que cette image du bey El Habib vacillant entre lassitude et décorum? Comme le masque épuisé dont la puissance des Français s'était affublée pour feutrer ses manigances, et gisant là maintenant, où seuls quelques descendants discrets savent peut-être où retrouver sa tombe. Oh, bien sûr, l'insupportable affectation du faux respect que les protecteurs jouaient sur tous les tons, après avoir extorqué la liberté en même temps que leur créance à répétition. Cette apparence de souveraineté dont ils entouraient Ahmed Bey en réprimant furieusement les patriotes ne pouvait qu'abaisser à tout jamais ceux des acteurs qui s'étaient pliés à la comédie amère. Mais enfin, ils sont morts. Et dans les images des funérailles d'Ahmed Bey, le dernier des princes régnants que l'on porta à Tourbet El Bey, on peut bien lire sur les visages le regret de la noblesse perdue, le refus de se laisser prendre le dernier carré du deuil par ceux qui ont déjà tout pris. Et une fois les portes closes sur tant de douleurs tues, la certitude d'avoir le dernier mot, un jour, plus tard et autrement. Et puis il y eut Monsef aussi, qui brusquement sauva l'honneur. C'était en des temps particulièrement terribles, où sous le regard impuissant de son peuple, la Tunisie se retrouvait plongée en plein cœur de la guerre, champ de bataille pour des armées immenses venues d'Europe et d'Amérique. Monsef résistait aux uns et aux autres, opposant une surdité providentielle et une habileté paysanne au fracas des destructions et des intrigues, comptable de son seul amour pour son pays. En civil, avec un autre patriote, le ministre Chénic, il se rendait là où s'étalait le malheur pour tenter de le conjurer, et là où il y avait de l'espoir pour qu'il lève un peu plus. Rien d'étonnant si chacun le portait dans son cœur. Mais la guerre avait été trop mauvaise pour que les vainqueurs le laissent quitte d'une paix à leur image. Ne craignez plus rien, ils peuvent m'exiler, je leur laisserai mon cercueil bien plus grand que mon règne.
saurez en faire usage quand vous le ramènerez de France et le placerez parmi vous au cimetière du Gélaz. Au palais Lasram, la perfection des styles m'a rappelé d'autres héritages. Celui des photographes viennois Lennert et Landrock, qui vécurent à Tunis au début du siècle, avant que 1914 ne les contraigne à s'établir au Caire. Leurs photos furent un temps méprisées, symbole selon leurs détracteurs de l'imagerie coloniale, alors qu'elle me semble plutôt innocente et d'un regard très tendre sur les êtres. Ils en ont signé ainsi des centaines qu'on retrouve parfois sur de vieilles cartes postales. Après avoir beaucoup cherché, un vendeur de chromos m'en a sorti une trentaine d'un appentis obscur. J'ai eu l'impression d'avoir remporté une modeste victoire sur le dédain et sur l'oubli. Mais en fait, tout Tunis est ainsi. La vie y est si forte qu'elle charrie sans cesse avec elle des beautés qu'elle préserve en ne les voyant pas. Un peu plus loin, au-delà de Bab el-Khadra, on répare un autre vestige de cet orientalisme aimable, la Kouba du Belvédère. Tout le monde est d'accord. Comment refuser ce que le grand Ali Riahi lui-même honora de son chant. لا شفتك مرة ما عرفتش قلبي شذرة متولع بيك وحدي ما معايا شي شريك متولع بيك وحدي ما معايا شي شريك قلبي وفكري مالو ليك بين كبدي وقلبي حطيتك قلبي وفكري مالو ليك بين كبدي وقلبي حطيتك اطلب عينيا نعطيك اطلب عينيا نعطيك اما قلبي كنت بيتك اما قلبي كنت بيتك كيفاش اختار لي 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 وحبيتك كيفاش اختار لي وحبيتك كيفاش اختار لي وحبيتك كيفاش اختار لي كيفاش اختار لي كيفاش. L'association de sauvegarde de la Médina, qui sait tout de la ville et de ses secrets, m'avait mis sur la piste de la maison où le délicieux prince des jolis cœurs passa sa jeunesse. Tout y était intact, et je m'attendais à chaque instant à le voir ressurgir avec sa gentillesse légendaire, sa houppette blonde permanentée par le surréaliste Figaro, et cette voix spirituelle et de velours dont l'inépuisable répertoire fit chavirer plusieurs générations d'admiratrices. Oreilles collées contre le poste à galène, yeux grands ouverts sur la séduction poétique d'un look bien au-delà du téméraire, prête à danser pour lui dans une fête qui durerait toute la vie. جهزيري وغربي يغني نوري ولبناني يغني ألحان الدنيا يأديها فن بلادي بالنبي فن بلادي بالنبي ما يتمجر ده أنا نغني عليها عصفوري يغني ومصري يغني جزيري وغربي يغني ألحان الدنيا يأتيها اسمعوا وافهموا اسمعوا وافهموا قوموا. Oui, cher Ali Riahi, mort en plein triomphe sur la scène même du Grand Théâtre, vous pouvez être fier de vous et de votre gaieté sans égale.
Sur les nuits de Tunis, vous brillerez toujours comme l'astre charmant d'un premier amour idéal. Je restais toujours attiré par les lieux et les instants solitaires que m'abandonnait la rupture du jeûne, car leur silence me permettait d'imaginer d'autres veillées du Ramadan, semblables à celles qui commenceraient bientôt, mais portées par d'autres voix aujourd'hui disparues. Celle d'Oulaya, par exemple, illuminant joyeusement pour moi le Luna Park encore désert. خلي يقولوا هاشم اللي يشكر ولا يبن خلي يقولوا هاشم اللي يشكر ولا يبن خلي يقولوا هاشم اللي يشكر ولا يبن خلي يقولوا هاشم Oui, vous aussi, Oulaya, que je n'ai jamais connu. Savez-vous que vous m'avez manqué presque autant qu'à vos innombrables amis, aujourd'hui encore inconsolables? Quand on descend de la Médina, il faut emprunter l'avenue Bourguiba pour rejoindre le petit train qui mène vers Carthage et la mer. Au siècle dernier, quand on y sema les premiers ficus, c'était l'avenue de la Marine, tracée à grand-peine sur un sol encore mouvant. Puis au temps de l'avenue Jules Ferry, le monde des bonnes affaires y édifia des immeubles modernes style, à vrai dire fort beaux, tandis que la Troisième République laïque, qui savait se réconcilier avec l'Église sur le dos des peuples assujettis, y plantait une cathédrale vaguement exotique sur une forêt enfouie de pilotis en palmiers. Les Tunisiens se sont vite accommodés d'un urbanisme qui n'appartenait pas à leur tradition, l'animant avec cette fidélité à leur passé et cette ouverture aux usages des autres qui confèrent un charme inimitable à leur manière de vivre. Et ainsi ont-ils écrit sur la noble artère que des bourgeois de France avaient conçue comme un prolongement exotique des Champs-Élysées, bien des chapitres essentiels de leur histoire récente. J'ai deux amours, mon pays est Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi. On y vit ainsi s'épanouir les premiers élans d'un capitalisme neuf à la prospérité confisquée entre quelques mains et ceux d'un progrès dont l'optimisme était un peu mieux réparti. Bien qu'injuste, cette société composite avait aussi ses traits aimables. Et si le théâtre Rossini où les Italiens écoutaient l'opéra est devenu un cinéma, il flotte toujours la même douceur de vivre à l'ombre des ficus. Et puis au long des kiosques, où l'on peut lire interminablement les journaux de Paris, sans que personne jamais ne vous ennuie. Mais enfin, c'est là aussi que se brisèrent contre les grilles de la résidence les grandes émeutes des années 30, quand la crise économique et le retour de la disette déclenchèrent un exode rural sans précédent, où des multitudes de déshérités prirent clairement conscience du mensonge colonial et de la nécessité de s'opposer à sa violence. Peuple sans armes contre des protecteurs mitrailleurs, c'est à peine si on filma de loin quelques images pour un public d'Européens qui de toute façon ne voulait plus rien voir. Monter, descendre, remonter l'avenue Bourguiba, je l'ai fait si souvent, entre le plaisir des sensations du présent et le regret de celles du passé, que j'imagine sans les avoir connues.
Ainsi, comme j'aurais aimé être là, parmi la foule de la libération de Tunis, pour crier ma joie après la tyrannie de la bêtise et de la violence. Comme j'aurais voulu voir disparaître les nazis et leurs macabres copains en chemise noire, qui se seraient retournés contre les musulmans après avoir odieusement martyrisé les juifs. Il ne faut pas s'y tromper, c'est toujours le même programme. Comme j'aurais su dire mon affection et mon respect à ces communistes tunisiens qui n'ont pas flanché quand les Français étaient devenus fous ou repris par leurs calculs. Et comme j'aurais serré contre moi nos frères arabes, avec un espoir fou dans le pardon des injustices et des erreurs, et l'aube pour tous d'une vie nouvelle. Et comme j'aurais douté tristement aussi peut-être, en voyant qu'ils étaient moins nombreux que les Européens, découvrant peu à peu à quel point leur souffrance venait de plus loin, et comme pour eux la vraie libération ne pourrait être que celle-là. Moi, je connais des gens d'Europe qui étaient là aussi ce jour-là, sur le trottoir, avec des voisins, des amis, des camarades de travail, et qui saluaient sans réticence le début d'un grand été. Et je regrette de ne pas avoir été parmi eux, alors qu'ils m'en parlent encore avec la joie intacte de leur jeunesse. Mais sur le moment, en fait, l'aurais-je vraiment fait ? Je voudrais en être tout à fait sûr aujourd'hui pour ce que je pense de moi et ce que je pense de lui. Personne ne chôme avenue Bourguiba pendant les nuits du Ramadan. Il faut répondre aux demandes de la foule des promeneurs qui se fait très dense aux heures tardives. Dans les cinémas bondés, Edwige Fenech et Jackie Chan, un submersible diva des films Z, prolongent des carrières stupéfiantes, tandis qu'aux entr'actes, on s'arrache sur les trottoirs des nourritures un peu indistinctes, mais cuisinées avec enthousiasme. C'est le moment ou jamais de se rendre au théâtre municipal, véritable monument des charmes de la vie tunisoise, sauvé in extremis de la pioche des promoteurs parce que toute la ville s'était émue, et mine d'anecdotes peuplées de sémillants fantômes comme Kalsoum Bornaz les a si bien retrouvés dans un film gracieux et raffiné. Opéra et danseuse, classique et boulevard, et ce brillant théâtre tunisien né d'Ali Benayed, qui mériterait plus d'honneur en Europe. On a tout joué sur cette scène. J'y suis venu souvent depuis mon premier voyage, mais hélas, je n'y ai jamais vu Rida Kalaï. Le violoniste virtuose que Laurence Dorel écoutait de bars en bars dans la banlieue nord quand il vint sur le tournage déprimant de Justine, parce qu'il lui avait rendu Alexandrie et Saint-Germain-des-Prés en lui faisant aussi découvrir Tunis. Et quand je le revois ainsi, je comprends bien pourquoi Fetia Kairi, qui était le grand chic même de la chanson tunisienne, avait choisi de se produire si souvent avec lui. Mais ne parlez pas à Rida Kalaï de son ancienne partenaire. Il risquerait de s'enfuir là où Dorel ne l'attend plus. Au début du siècle, des maçons tunisiens, attentifs à ce qui se faisait à Paris comme à Palerme,
ont inventé un style original, le rococo tunisois. Et ainsi, quand on se promène dans la ville, on rencontre sans cesse des immeubles et des villas qui évoquent un univers aimable et désuet, de vie tranquille, ouverte sur le soleil et les douceurs du bord de mer. Des maisons encore trop chères pour Mathilde la Française, veuve de guerre et plus toute jeune, qui s'était remariée à un beau Tunisien, avocat talentueux et militant nationaliste, à qui elle avait loué une chambre d'étudiant, sans deviner qu'il allait l'entraîner dans sa vie dangereuse et fervente. Oui, elle qui était patriote avec modestie et travailleuse avec courage, que savait-elle en arrivant à Tunis de cette autre France des militaires, des éminences et des rombières, oppressives et sûres d'elle-même? Le fait est qu'elle choisit son camp sans hésiter, par affection et parce que tel était son caractère, de préférer la pauvreté pour une cause juste et la fidélité pour l'homme qui l'anime. Et Dieu sait s'ils étaient pauvres et surveillés et sans connaître le lendemain. Et Dieu sait si elle en souffrit des rebuts pendant 30 ans pour qu'il y ait toujours un collier à la prison. Ensuite, on la vit bien sûr auprès de celui qui était devenu le président, acceptant sa gratitude. Lui tenant tête aussi, par vieux souci de justice envers les militants ou les obscurs. L'aimant toujours, en somme. Et quand il connut les premiers de ces triomphes qui firent respecter la Tunisie du monde entier, elle était là encore, discrètement provinciale, et si digne à ses côtés, comme le témoin des anciens combats qui ne demande jamais rien pour lui-même, alors qu'elle en était en fait la partenaire. Ainsi, lorsque je pense à ceux des Français qui aimèrent vraiment ce pays et le servirent en prenant le risque d'être mal compris de leur famille d'origine, alors c'est elle qui revient à ma mémoire. Mathilde la Française, Moufida la Tunisienne, une femme comme tant d'autres, mais comme il n'y en eut guère, celle qui ne manqua jamais à ceux qu'elle avait choisis. Près de l'avenue Bourguiba, au restaurant Chez Nous, l'excellente maison de M. Assouna, au décor miraculeusement préservé de films d'Eddie Constantine, règne cette atmosphère d'amitié franco-tunisienne qui m'est particulièrement chère. Je m'appelle Salah. J'ai commencé à travailler avec M. Assouna en 1968. J'étais tout petit comme ça, jusqu'à maintenant. Je suis marié. Je m'appelle Youn Sarfeu. 1965 jusqu'à présent. Je m'appelle Benarif Mustafa. Je travaille au restaurant Chez Nous avec mon patron, M. Alfaoui Assouna, depuis 1965 avec lui, jusqu'à présent. Ça fait 25 ans. Annuaire du spectacle mis en page par Patrick Modiano, des photos d'artistes dédicacés sont fixées sur les murs. Et comme on chuchote que les gloires devenues trop imprécises finissent à la cuisine, j'ai voulu en avoir le net sur les critères de sélection. Il faut qu'ils soient à peu près des artistes, des gens qui sont comme il faut, des gens qui ont un nom dans la vie, sont tous des artistes de théâtre. Le Galant Constanti, ce sont des anciens qui sont venus au théâtre municipal. Il y a Tino Rossi qui a mangé un couscous ici. Je le connais, celui-là, je le connais de tout près. Oui. Puis j'ai eu encore Marcel Doré qui est venu faire des loupines ici. Mais il ne buvait pas, cet homme-là. Il mangeait tilleul ou tisane et c'est tout. Il battait tout le monde avec son avion. Hein. Il y a longtemps de ça, hein. En 42, 43. J'ai formé une famille. J'ai formé une famille et c'est ce qui me fait beaucoup de peine. C'est de les lâcher. En quittant M. Assouna, impressionné par son entre-gens, je lui ai confié une photo à mettre à côté de Marcel Doré, le pilote intrépide qui ne buvait que de la tisane, celle de Safia Chamia, pour qu'elle lui en remontre dans la science des acrobaties et des loopings. La, la.
le public s'ennuyer. Parce que vous savez, nous sommes dans un mariage ou bien une salle de fête, un gala. Comme même je ne suis pas en calton, moi pour chanter déchirer une mouchoir, on n'est pas arrivé à cette classe, c'est-à-dire à ce... Alors je donne tout, tout ce que j'ai, je donne au public. Et c'est pour ça que j'ai retenu mon public pendant 45 ans ou 47 ans peut-être. La visite des grandes vedettes égyptiennes, Farid El Atrache et Samia Gamal, qui viennent avec leur groupe donner une série de concerts dans la capitale tunisienne. Samia Gamal est déjà bien connue du grand public français puisqu'elle dansa dernièrement à Deauville en présence de Sa Majesté le roi Farouk d'Égypte. Accueillis à leur descente d'avion par les personnalités artistiques de Tunis, les vedettes se rendent aussitôt à leur nouvelle résidence. Je l'aime beaucoup cet homme. C'est un vrai artiste. Un vrai artiste, il a tout cet homme. Il est sensible, il est généreux, il est très bien, il est bien. Je sais pas, moi je l'ai connu pendant 7 ans, j'ai vécu avec lui, enfin en titre d'ami. Il me traitait comme sa sœur. Et puis il a voulu bien m'amener en Égypte. J'ai pas voulu parce que j'étais amoureuse de mon mari, il était tunisien. J'adore tout ce qu'il y a à partir de l'âge de 25, 28 jusqu'à 30, 30 et quelques. J'adore ça. Je dis toujours, je veux bien le jour que je meurs. C'est les enfants, c'est les jeunesses qui portent mon cercueil. Adorable Safia Chamia, si généreuse et si gaie, ne pensez pas à ce jour où les jeunes de Tunis auront pour la première fois du chagrin à cause de vous. Pour l'instant d'ailleurs, comme le club africain vient de battre l'Espérance sportive et que j'ai comme l'impression qu'un des gardiens de but vient de passer un sale quart d'heure, ils pensent eux aussi manifestement à autre chose. Mais tout à leur allégresse immédiate, que savent-ils donc des contours de cette ville qui leur appartient ? Ainsi, l'école construite par le grand architecte Valenzy est maintenant abandonnée, alors qu'il y a moins de 30 ans encore, des petits écoliers y accueillaient avec un bel ensemble patriotique celui qui venait raffermir quelques symboles et de vieilles amitiés. Qui aurait pu penser que les orages de l'autre extrême de la Méditerranée viendraient rouler jusqu'ici, éteignant une ferveur que personne ne marchandait. Quoi qu'il en soit, la musique tunisienne d'aujourd'hui doit beaucoup aux chanteuses juives d'autrefois. Laïla Sfez, Fritna Darman, les sœurs Semama ont éveillé vocations et talents quand les familles traditionnelles hésitaient encore à recevoir chez elles des artistes masculins. Jusqu'à ce que surgisse Habiba Msika l'inoubliable, émule de Sarah Bernard jouant l'aiglon en arabe dans son palais art déco, caractère d'acier et intelligence aiguë, imposant à tout jamais le chant de sa voix de tragédie.
assassiné par son amant jaloux une nuit de 1930, n'a jamais été remplacé dans le cœur des Ascarets de Lille, ces soldats de la nuit qui la suivaient de fête en fête. Regardez cet homme qui se hâte, je suis certain qu'il la cherche encore. Enfin, plus personne ne songe à cacher ce qui est. Traversez en courant le jardin du Belvédère, enfant de Tunis qui aimait la tendresse de vivre. Raoul Journeau est revenu. Hâtez-vous, il y a tant de monde pour l'écouter ce soir. Ville d'intendants grecs ou de cochers maltais, comment Tunis est-elle aussi devenue une ville d'officiers de la Russie tsariste? Des rescapés de l'armée blanche ont-ils été débarqués par leur équipage passé bolchevique? Ou la folie de peuplement des Français a-t-il rameuté des noceurs désargentés pour leur faire miroiter un autre avenir que celui de Taxi? Toujours est-il qu'ils furent assez nombreux à s'installer, précepteurs de grandes familles et professeurs de danse et de piano, avant de s'endormir bien plus tard au carré russe, en laissant derrière eux une poignée d'Igor et de Natachas arabisés, comme le dernier SOS presque effacé d'un grand naufrage. Ainsi, on n'est jamais surpris de croiser des gens qu'on a l'impression de vaguement connaître. Cette femme aimable qui ne partira plus. Oui, c'est bien Edwige Feuillère. Voilà le lycée, Pierre. Votre père et Roger, le frère de votre mère, le médecin, ont fait leurs études là. Et voilà le photographe. Il y a des chances pour que ce soit lui qui vous ait photographié dans les bras de votre mère. Pas le photographe, l'appareil. Il se le repasse de génération en génération. Bonjour. Bonjour. Oui, ça nous fait un petit souvenir. Oui. Photo de Tunis, où le passé d'ailleurs s'enracine à tout jamais. Longtemps, les Italiens formèrent la plus importante communauté des étrangers. Les fascistes tentèrent, non sans un certain succès, de s'en servir pour leur délire d'annexion. Et si l'on regarde bien autour de soi, il en reste un peu partout quelques traces discrètes. J'ai ainsi retrouvé près d'un faubourg la maison qu'ils firent construire pour Mussolini, quand il se prétendait défenseur de l'islam. J'y retourne à chacun de mes voyages. Il n'y a pas de fantôme, car Mussolini n'y est jamais venu. Elle a la maille ayant dispersé à temps ses rêves de gloire. Juste une pauvre famille d'une gentillesse extrême, gardienne oubliée d'une chimère de l'histoire dont elle ne sait rien et à laquelle je me suis attaché. La dernière fois, la sœur de Clara Petacci, la maîtresse de Duce, venait de mourir comme je l'avais lu dans un entrefilet sur le journal. Apprentie starlette en 42, profitant de son statut de belle-sœur pour finir tristement dans un 2 pièces du Parioli. Curieusement, ce destin de rien qui n'intéressait personne me faisait un peu pitié, et dans ce lieu, j'y voyais un autre exemple de ces manipulations de l'imaginaire auxquelles cédèrent de braves familles italiennes de Tunis, traînantes avec enfants en chemise noire dans des meetings fascistes qui leur promettaient une revanche dérisoire. Et puis il y a bien une morale à cette histoire, puisque cette maison inutile sert maintenant d'abri à des innocents abandonnés. Et que dans la plaine qui l'entoure, j'ai cru voir ressurgir ces prisonniers de guerre italiens, saluant leur défaite tunisienne avec enthousiasme, comme on revient vers la vie et vers soi-même. Allons,
D'une guerre à l'autre, autant rejoindre Mégara, faubourg de Carthage, ou dans les jardins d'Hamilcar, je retrouverai peut-être cette belle fille de Salammbô dont la tendresse nous est si chère. Au-dessus des ports puniques, entourés de jolies villas blanches, sur la colline où un berger faisait paître ses moutons parmi les ruines, je mesurais une fois de plus l'écart immense qui sépare le fanatisme des hommes de la réalité charmante des paysages. Il faut détruire Carthage. Londres comme Carthage périra dans les flammes. Pauvre Caton, triste Philippe Henriot, et vous, croisés ridicules, shootés au vin de messe et au Pernod, titubant sous un soleil de plomb vers le mirage de venger Saint-Louis. Vous auriez dû savoir qu'on n'impose jamais rien longtemps à ce pays, puisqu'il est maître de l'infinie douceur des choses. Les enfants s'y baigneront toujours près du chenal de la Goulette, avec les chevaux préférés de leur course folle, vers la falaise de Gamart et les bois de la Soukra, là où la poussière des armées mortes s'est perdue à tout jamais dans la poudre des chemins. Tandis que dans de vénérables palais aux faïences bleues, de charmantes vieilles demoiselles regardent le portrait de leur cousin Lamine Bey en soupirant un peu, avant de préparer la grande carafe glacée de citronnade à la menthe qui fera tant plaisir aux nombreux petits-neveux après leur partie de foot dans le jardin. J'ai traîné pendant des heures à Kérédine comme un adolescent jouant avec son désir. J'avais cette image d'elle, premier essai à Cinecittà, au moment du contrat d'acier qui allait en faire une star. Et je cherchais à l'imaginer quelques mois plus tôt, jeune fille inconsciente de sa grâce, riant avec sa sœur dans sa maison natale. Mais je n'avais pas l'adresse et les passants me prenaient pour un doudingue. L'un d'entre eux m'avait suggéré pourtant aller vers la plage, chercher dans les films de vacances. Vous la trouverez peut-être. Il avait raison. Elle était là, 16 ans, magnifique et candide, jouant sans me voir à des amusements d'enfance que d'autres hommes inconnus avaient déjà regardé lentement. Alors je l'ai suivi un peu après au cinéma du samedi soir. C'était tout près le Rex de la Goulette où l'on donnait chaîne d'or. Et je l'ai reconnue aussitôt quand elle s'est levée de dos parmi les femmes arabes. Et quand je l'ai vue passer devant moi et s'éloigner vers la mer, avec ses sœurs et toutes celles dont elle partagea les secrets de jeunesse, ceux qui murmurent timidement le prénom d'un garçon, ou le rêve d'enseigner à l'école maternelle, au loin pour des enfants du Grand Sud, j'ai compris pourquoi, bien des années plus tard, une femme merveilleuse, aimée de par le monde, par tous ceux qui portent les yeux sur elle, quand on l'interroge, répond toujours, de sa voix froissée de tendresse. J'ai vécu dans les palais du Képar, les villas d'Hollywood, les palaces de Paris, mais mon vrai pays est ailleurs, sur le rivage de Tunis. Hedi Jouini, délicieux crooner des années 50. Avez-vous chanté vous aussi pour Claudia durant cette nuit d'été au casino de la Marsa où elle fut élue la plus belle italienne de Tunis? Où votre cœur volage s'est-il affolé en n'osant pas choisir entre le parfum de Miss Bizerte, les jolies jambes de Mademoiselle Sfax, le sourire de la reine de Gabès? مرسومة مش منسية حبيتك في حاجة ليا مرسومة مش منسية نحبك وانا حبك حياتي مش خسارة حياتي حبك حياتي مش
الشوق صرف كيف ما يرجع الفرحة للنار اللي تحرقه كيف ما يرجع الملاح الحمد اللي عرقه كيف ما يرجع الدماع البحر اللي غرقه فعلك حاير ومهني انتي وقلبي اقوى مني يتعدد حبي يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد فكري خونك كيف ما خنتي لكن قلبي يحبك انتي. Mais chut, chut, cachez ces images, n'abusez pas des jolies filles. Elles sont toutes devenues femmes de ministre ou PDG. Au soir de la fin du voyage, j'ai voulu prendre un peu de temps pour revoir Sidi Bou Saïd et la Marsa, à l'heure où les garçons du Café des Nattes reviennent tranquillement du hammam en sifflotant une chanson de Nabiha Karaouli. Et pour les vendeurs de jasmin, il fallait aussi attendre un peu, qu'ils sortent de la nuit des temps où ils préparent leur bouquet depuis toujours et du petit train du TGM qui les conduit de Tunis au café Saf Saf quand les premiers joueurs de domino s'installent déjà sous les gracieux kiosques en bois. Oui, j'avais besoin de calme et d'être un peu seul, alors que je m'apprêtais à rendre visite à celle qui chanta durant les nuits du ramadan de la guerre la fin prochaine des épreuves. S'éloigna de la France qu'elle aime parce qu'elle n'avait pas tenu ses promesses d'accorder la liberté, se fit adorer au Caire comme à New York, et c'est tout de l'art en Tunisie parce qu'elle est sa mémoire même, Hassiba Rochdi. ايش بتريد من قلبي جفيته بعد ما قلت كتير نهواك والله خلاص هواك نسيته وانت كمان هوا ينساك ايش بتريد من قلبي جفيته بعد ما قلت كتير نهواك والله خلاص هواك نسيته وانت كمان هوا ينساك عجبك حالي ايش بتريد قلبك خالي ايش بتريد عدشي هم تصير بعيد قول يا خاين ايش بتريد من قلبي يا خاين. J'ai commencé très jeune. J'aimais beaucoup l'art. Tandis que la famille ne voulait pas. Mais moi j'aimais. Mon père ne voulait pas. Après c'est venu doucement, doucement. J'aimais beaucoup l'art parce que l'art c'est une belle chose. Quand j'étais petite, chaque fois qu'il avait un concert, moi je me suivais et j'étais voir. Et chaque fois je disais, est-ce qu'un jour je peux être comme celle-là? Je peux être sur scène comme ça? J'ai rêvé de ça. Je suis d'origine bédouine. J'étais née à la campagne. Vous savez, les Bédouins, ils ont un caractère tout à fait différent de les gens de la ville. Et moi, je suis bédouine et je reste bédouine.
C'est des gens de parole. S'ils aiment quelqu'un, ils l'aiment sincèrement. Il ne connaît pas l'hypocrisie, le bédouin. Quand j'étais en Égypte et j'ai chanté sur scène, j'avais un grand succès. Et Oum Kalsoum, c'était... elle était furieuse, elle n'aimait pas ça. Et pendant quelques années, je ne pouvais pas chanter. Je ne voulais pas. Je lui ai dit, moi je suis tunisienne. Et je ne suis pas ici pour travailler l'art égyptien. Alors elle me demande, non, je vous autorise de chanter maintenant à la radio égyptienne. C'était une longue histoire, longue. يا ناس ليلي من فراقة طول يا ناس ليلي من فراقة طول والقلب ملك ايديه ما يتحول يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا une chanteuse ou une actrice au théâtre, s'il fait son métier comme il faut, le public il le sent. Il le sent. Alors, si je joue quelque chose, il faut que je le donne tout ce que j'ai. Et plus encore, cher Hassiba Rochdi, puisque l'histoire de la Tunisie s'écoute par votre voix, se lit dans votre regard. Avant de repartir pour Paris, je suis allé dans l'île qui se trouve au centre du lac de Tunis. Cela faisait longtemps que je voulais m'y rendre, à force d'apercevoir les ruines du fortin qui servit de Bastille pour l'armée turque, depuis les berges où l'on construit une cité nouvelle. J'étais intrigué par ce cœur de la ville, isolé et désert, paradis des oiseaux et havre passager de quelques pêcheurs, d'où la vue porte jusqu'au-delà des grandes cités satellites des faubourgs. L'ambassade d'Espagne a, paraît-il, promis de réparer ses murs, mais l'endroit est si beau et si secret que j'espère qu'il sera épargné du tourisme moderne. La Tunisie d'aujourd'hui, en plein essor, recèle encore une infinité de lieux comme celui-là, qui, à l'écart du progrès et de l'activité du bien-être, permettent de voir s'approcher ses souvenirs et son histoire. Puisse-t-il demeurer. Et comme les enfants d'autrefois qui savaient la musique et les chansons de Fadila Khetmi, de Salah Khemissi, de Julie la Marseillaise, de Cheikh El Afrite, et de Louisa et Tunisia, qui vit, paraît-il, à Paris et que l'on a bien tort de ne pas aller voir plus souvent, comme ceux qui grandirent en faisant la tournée des bars où écrivait Ali Douaji, où hurle le cœur qui bat plus fort sous le charme de Mohamed Jamoussi, travaillèrent, luttèrent en faisant la part des choses et s'endormiront bientôt avec tant d'autres noms et tant d'autres rêves dans leur mémoire. Je pense à ceux de maintenant, à qui j'ai envie de dire « N'oubliez rien, pour que toujours Tunis chante et danse ». يفضي علي مالو
حاله بالمرة دوني بالسنة مرة حرمتي